Et c'est vrai qu'une fois qu'on a regardé du côté des statines, qu'on a regardé que les composantes du risque cardiovasculaire sont multiples, que les outils dont on dispose ne sont pas adaptés, quand nous avons regardé ça au niveau du Collège de la médecine générale, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à travailler. Et je vais vous présenter à la fois l'état d'esprit et quelques éléments de l'outil sur lequel nous travaillons actuellement. Donc, je me rends compte que je n'ai pas de diapositive sur mes liens d'intérêt, j'en ai aucun par rapport à ce travail, sauf que j'en suis le coordonnateur. Donc, on a vu que dans le risque cardiovasculaire, ce sur quoi il faut travailler, c'est sur une prévention ou une diminution de la mortalité évitable, et que pour ça, on connaît un certain nombre de facteurs de risque, je vais vous les énumérer encore une fois, etc., etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'essentiel de ces facteurs de risque repose sur des comportements. Le tabac, la prise de médicaments, bouger, prendre en charge son diabète à la fois par l'activité physique, par la diététique et éventuellement la prise de ces médicaments, perdre du poids, tout ça, et bien d'autres encore, repose sur des comportements. Et ce n'est pas la stratégie médicamenteuse qui permet de répondre à ces questions. Et on a vu que même pour le cholestérol, la stratégie médicamenteuse a une efficacité pour le moins limitée. Donc ce sont des facteurs de risque liés au comportement. Et j'ai fait un petit tableau qui représente, parmi les facteurs de risque les plus connus, ceux qui sont liés à des comportements. C'est les croix qui sont à droite du tableau. Et vous voyez que pratiquement tous les facteurs de risque recensés, et encore il en manque vraisemblablement quelques-uns, reposent sur des comportements. Donc nos stratégies doivent être forcément différentes de celles de la prescription médicamenteuse. On va parler de modification thérapeutique du mode de vie, c'est très à la mode, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, simplement quelques rappels, hein. On sait tous que ce n'est pas parce que quelqu'un a déjà fait un infarctus du myocarde qu'il va arrêter de fumer. On sait très bien que ce n'est pas parce qu'on dit à nos gamins de faire leurs devoirs qu'ils vont les faire, etc., etc. On sait que l'injonction, ça marche peut-être pour certaines personnes, mais pour la majorité des gens, c'est d'autres démarches que l'on doit avoir pour pouvoir changer, améliorer, ou peut-être parfois même simplement maintenir des comportements. Alors, changer les comportements à risque, comment ? Donc, on sait que ces comportements à risque, plus de la moitié des patients qui consultent en médecine générale ont au moins 2 facteurs de risque qui reposent sur des comportements, alcool, tabac. Alcool, tabac. Hein, alcool, tabac. Les plus simples, les simples conseils, on sait que ça ne marche pas. Alors, sur quoi s'appuyer ? Beaucoup d'entre vous connaissent ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, je vais le redétailler après, mais on a démontré que sur les comportements, ça marchait. Ça a été développé au départ sur les addictions, mais ça marche aussi sur beaucoup de comportements. Mais aussi, l'entretien motivationnel, ça rentre aussi dans le cadre de la médecine centrée patient, et c'est un outil de la médecine centrée patient. Et donc, il y a un certain nombre d'analyses et de méta-analyses qui montrent que l'entretien motivationnel, ça marche. Alors, beaucoup d'entre vous le savent, donc je vais passer rapidement, c'est que les principes forts de l'entretien motivationnel, c'est que d'abord, c'est la personne qui doit être motivée pour son changement. Le changement doit être intrinsèque. Et c'est cette construction de la motivation qui est l'essentiel de l'entretien motivationnel. Et nous, en tant que médecins, en tant que professionnels, on n'est que aidants, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le changement pour la personne, c'est la personne qui va le faire. Et nous sommes dans une guidance, avec un style qui est d'abord empathique, c'est-à-dire de travailler d'une façon compréhensive avec ce que font les gens et avec un état d'esprit qui est très différent de celui de l'injonction, c'est-à-dire qu'on est d'abord ailleurs que dans la simple confrontation, en obligeant les gens à faire, et à faire en sorte que les gens deviennent résistants, parce que plus on vous dit de faire un changement, et plus vous avez envie de ne pas le faire, en général. Et donc c'est une relation thérapeutique qui est d'abord dans un partenariat avec les gens, c'est-à-dire qu'on construit un changement. Et la question qui s'est posée pour nous, c'est donc comment construire une consultation motivationnelle avec le patient, en prévention cardiovasculaire. Donc c'était d'abord l'idée de travailler avec la personne, c'est-à-dire pas pour la personne, mais avec.
en partant, bien évidemment, de ce qu'elle sait sur sa maladie. Excusez-moi, j'ouvre des portes ouvertes, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Et c'est d'abord permettre à la personne de s'exprimer. C'est elle qui va dire. C'est plus la personne parlera, plus la personne apportera des informations aux professionnels, plus la personne s'apportera à elle-même des informations pour motiver son changement. Et c'est son analyse, son expertise, et d'une façon tout à fait importante, ces solutions sur lesquelles on va travailler. Et d'éviter d'avoir des solutions plaquées que l'on va apporter à la personne. Et bien entendu, il faut partager les données scientifiques avec la personne, c'est-à-dire que les preuves sont importantes, et notamment aussi parce que les gens vont sur Internet, les gens ont des connaissances, les gens savent des choses, plus ou moins exactes, et c'est bien à partir de ça que l'on va travailler. Et puis, dernière chose de l'entretien motivationnel que j'ai appris, c'est-à-dire qu'on a l'habitude en tant que médecin de questionner, puis d'informer, puis d'en rester là. Une des techniques fortes de l'entretien motivationnel qui permet aux gens d'avancer, c'est de questionner, par exemple, que savez-vous sur le tabac? Que savez-vous sur l'exercice physique? Que savez-vous sur votre risque de maladie cardiovasculaire? D'apporter une information et de demander ensuite à la personne, avec l'information que je vous ai apportée, qu'est-ce que cela change ou ne change pas dans votre point de vue sur la question. Et c'est un moteur fort qui permet de travailler avec les personnes sur ces changements-là. Alors, on a travaillé à partir de ces principes sur un référentiel, 14 facteurs de risque de maladies cardiovasculaires modifiables. Bon, je vous les liste là, et vous voyez que les inégalités sociales en santé, la pollution atmosphérique, le stress apparaissent. Les apnées du sommeil, l'appareillage ne diminue pas le risque cardiovasculaire, mais diminue l'hypertension artérielle et améliore la qualité de vie. Donc, ce n'est pas tout à fait un critère dur de diminution du risque cardiovasculaire pour le moins. Et ce référentiel qu'on a construit, c'est sous la forme d'un livret qui fait 75 pages environ. Et pour chaque facteur de risque, quelles sont les données scientifiques dont on dispose, avec un résumé, un message clé pour les personnes que le médecin peut reprendre, une synthèse de la littérature en une page ou deux maximum, qui permet de savoir pourquoi ce facteur de risque est important à prendre en compte, et puis les outils de repérage, les outils pour le patient et les outils pour le médecin qui peuvent être utilisés. Et un mini-résumé des interventions possibles et de leur efficacité, et une bibliographie qui permet d'approfondir, si besoin, le thème. Bon, ça se présente comme ça, c'est pas très lisible, mais vous voyez simplement le plan. Là, c'est pour l'alimentation, donc c'est très court, en fait, ce référentiel. Vous avez ici le message clé, vous avez ici une synthèse de la littérature, vous avez ici les outils de repérage pour le patient et pour le médecin, et l'intervention. Pour l'obésité, par exemple, et on reprend un certain nombre de documents, certains venant des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et pour le patient, on propose un auto-questionnaire qui reprend chacun de ces 14 facteurs de risque. Et cet auto-questionnaire est une compilation d'auto-questionnaires validés. Certains auto-questionnaires, on va en voir un ou deux là, ne sont validés que par l'expérience. Et en tout cas, ils ne servent pas à scorer le risque en lui-même, mais ils permettent d'ouvrir une discussion avec les patients à propos des résultats de ce test, dans lequel il y a une interprétation qui est déjà fournie en fonction des réponses du patient. Alors, à quel patient ça s'adresse? Alors, pas à la population générale, on n'a jamais démontré qu'une intervention multifactorielle sur le risque cardiovasculaire diminuait la mortalité en population générale. Donc, on a choisi de s'adresser à des patients qui ont au moins un facteur de risque documenté en dehors de l'âge, âgés de 40 à 65 ans parce qu'on a un calculateur de risque cardiovasculaire dedans et qu'après 65 ans, on n'a pas. On a besoin de données biologiques. On se pose la question d'ailleurs, faut-il laisser les lipides dans l'auto-questionnaire? La fonction rénale, pour laquelle on n'a pas de preuve qu'une évaluation de la fonction rénale diminue le risque cardiovasculaire en population générale, mais chez les gens qui ont une insuffisance rénale, oui. Donc, quelque part, on a besoin d'avoir cette information. Il y a quelques questions sur les comportements. Le patient, il lui faut environ 45 minutes à 1 heure pour le remplir. On a des retours de testeurs, je vous en parlerai après. Et une consultation est dédiée à l'analyse de cet auto-questionnaire avec le patient
qu'il rapporte en consultation. C'est-à-dire que c'est le patient qui va apporter des informations et c'est lui qui va être l'acteur principal de cette consultation et le médecin va utiliser, dans la mesure du possible, des techniques d'entretien motivationnel pour travailler avec le patient sur les solutions qu'il va vouloir apporter à chacun de ces facteurs de risque. Il y a peut-être, dans un certain nombre de cas, plusieurs autres consultations qui vont être à prévoir pour la suite. Voilà par exemple 2 pages. Ici sur l'alimentation, il y a un auto-questionnaire de recueil alimentaire à la fin du document sur 3 jours. Une question qui n'a rien à voir avec le risque cardiovasculaire, mais pourtant, si vous prenez des médicaments, lesquels et pour vous, à quoi servent-ils? Interrogez vos patients, vous allez voir, c'est amusant. La corpulence. Et là, donc, la personne va pouvoir calculer son IMC et a déjà une réponse parce qu'il y a un score visuel de l'endroit où la personne se situe. Un test de sédentarité et d'activité physique de Ritchie et Gagnon qui permet d'avoir une note, entre guillemets, mais surtout une interprétation. Est-ce que je suis actif ou inactif ou peu actif? Si les gens savent où en est leur pression artérielle, s'ils connaissent leur cholestérol, donc on l'a laissé, bon, c'est encore trop révolutionnaire de le supprimer. Vous et votre stress, et si vous êtes une femme, quelques questions sur le risque cardiovasculaire spécifique. Donc je vous ai déjà parlé du mode d'emploi. Une fois que l'on a débriefé avec le patient au cours d'une consultation, l'objectif c'est de construire plutôt un plan personnalisé de santé avec la personne. Quels sont les problèmes qui ont été identifiés? Quelles sont les solutions qui sont envisagées avec le patient? Quelle est la date à laquelle on va réévaluer cela? Et il y aura ensuite, bien évidemment, d'autres consultations en fonction des facteurs de risque qui auront été priorisés et des interventions qui auront été construites avec le patient. Alors bien évidemment, le médecin peut être seul et dans notre expérimentation, on a travaillé aussi avec des médecins qui sont entourés d'infirmières azalées. Et pour les infirmières azalées, c'est un outil très puissant qui leur permet de travailler avec le patient. Elles ont plus de temps que le médecin et c'est quelque chose qu'elles apprécient beaucoup. Et donc voilà, je vous présente l'outil de décision informée et construit en commun, c'est-à-dire pour chacun des facteurs de risque. L'augmentation du risque en reprenant des éléments de constance, donc cohorte française, mais incomplète quant aux facteurs de risque identifiés, des éléments de Q-risque qui donnent une idée du poids ou de l'augmentation du risque de chacun de ces facteurs de risque. Quelle est l'importance que le patient va apporter à chacun de ces facteurs de risque? Et ensuite, quelles sont là où les décisions qui sont prises. Donc ça, c'est un outil qui permet d'avoir un plan personnalisé de santé. Alors ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on est aujourd'hui dans une phase où on termine la phase de de faisabilité de cet outil. Donc il y a 30 médecins, dont la moitié sont accompagnés d'infirmières azalées qui nous retournent en ce moment les questionnaires qu'ils ont utilisés avec leurs patients. Et il y a des interviews qui sont faites avec les médecins pour évaluer qualitativement la façon dont ce travail a été fait. Les perspectives, donc c'est l'informatisation de ce document, et on va en parler tout à l'heure avec Hector dans PEPS. La liaison avec le dossier patient et CEBM France, et Hector va nous en parler. On déclinera, et on a commencé à décliner des outils individuels, sans doute aussi des outils participatifs. Vous savez qu'il y a des consultations de prévention 25 et 50 ans, on en a parlé hier pour ceux qui étaient dans la salle, et qu'il va falloir aussi avoir des outils pour ces consultations. Et une des choses qui nous paraît importante, dont François a déjà parlé, qui est aujourd'hui nous manquons d'un calculateur de risque appliqué à la population française qui permette de faciliter la décision avec le patient sur son évaluation globale de son risque cardiovasculaire global. Et ça, c'est un travail sur lequel on va commencer à s'attacher. Et pour ceux qui voudraient passer dans la phase 2 de l'expérimentation, vous allez avoir sur le stand du Collège de la médecine générale ce document à remplir avec un flashcode, mais aussi une liste papier si vous le souhaitez, où vous laisserez votre adresse électronique. Et dans quelques semaines, nous vous contacterons pour ceux qui sont volontaires pour vous expliquer la façon dont l'expérimentation en phase 2 va se produire. Voilà, je vous remercie. Bien, je vais passer maintenant la parole à Hector, qui va nous parler de PEPS.